Comment les contenus Red Pill mentent aux hommes. Pour moi, les contenus Red Pill mentent aux hommes. Ils mentent aux hommes qui désirent créer une belle relation de couple. Ces contenus existent principalement pour du business. Un business fait sur le dos d'hommes et partant de femmes qui désirent un couple, une vie à deux, une famille avec ou sans enfants. Certains contenus sont d'ailleurs créés par des hommes mariés avec des enfants, contribuant à créer encore plus de solitude, voire d'isolement et de séparation entre les hommes et les femmes. Parce que les vues et les commentaires, ça rapporte. Activer la peur, la FOMO, être clivant, c'est encore mieux, même si c'est au détriment de son intégrité. Alors, après avoir écouté plus de 50 interviews au sujet des relations et du mariage, avec des thérapeutes de famille et de mariage licenciés, des docteurs en psychologie, des pasteurs, un rabbin, des dizaines de couples mariés depuis 5, 10, 20, 30 ans. Évidemment, après avoir lu aussi différents livres sur le sujet, après avoir écouté des questions-réponses de couples mariés à travers leur chaîne YouTube, j'ai trouvé des perles de sagesse pour moi et aujourd'hui j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser aussi. 80% des personnes que j'ai écoutées sont des hommes ou des hommes qui au cours de la vidéo avaient le plus parlé. La totalité de ces hommes avaient plus de 40 ans. J'ai observé 5 grands traits qui dépassent tout ce que je lisais dans les livres. Le premier trait est que les hommes heureux dans leur relation ont un style d'attachement sécure. Chaque fois qu'il m'est arrivé de visionner quelques minutes une vidéo Red Pill, en quelques minutes, je savais déjà que ses créateurs sont insécures. Parce que les hommes sécures ne parlent pas comme ses créateurs. De la même façon que les femmes sécures ont une démarche aux antipodes des critiques faites sur certaines femmes. En effet, les hommes et les femmes sécures ont un trait commun. Pas de men bashing et pas de woman bashing. On ne profite pas du malheur ou de l'anxiété des autres. 3 des thérapeutes anglo-saxons que j'ai écoutés disent par exemple que le style d'attachement fait ou défait les mariages et les relations. Et très souvent, quand ça ne marche pas, c'est parce qu'une des personnes en relation est insécure. La majorité des personnes dans le monde est insécure. Hommes et femmes. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on a un style d'attachement insécure, on est anxieux préoccupé, anxieux évitant ou anxieux désorganisé. Si ces différences restent utiles, pour ma part, je pense qu'on gagnerait, une fois adulte, à juste parler du style d'attachement sécure comme un spectre. Les vrais sécures sont très souvent sécures à plus de 80%, voire 90%. En tant que sécure, nous savons que la relation présente des risques et que nous ne sommes sûrs de rien. Mais parce que nous sommes sécures, nous priorisons la relation et savons tenir compte des besoins de l'autre et prenons soin à respecter les limites de l'autre. Les personnes sécures professionnalisent leur relation, c'est-à-dire que pour elles, c'est un travail. Elles ne laissent pas leur mentalité perfectible au travail. Elles sont capables de dérouler aussi cette mentalité perfectible dans leur relation. Elles voient une relation comme une équipe où chacun est toujours en train de représenter l'autre. Ce que j'ai le plus aimé dans les 50 interviews visionnées, c'est les mots et les attitudes de ces hommes. Ils disaient être à l'unisson avec leur compagne. Quand leur compagne leur reprochait quelque chose, un des époux a dit par exemple que ce qu'il disait à sa compagne, à son épouse, était tout simplement ceci. Montre-moi parce que là n'est pas ma force et je vais te demander de m'accorder un peu de temps pour que je le fasse au mieux. Tous ces hommes, à chaque interview, n'avaient pas honte de partager leur vulnérabilité, comme le fait pour l'un d'eux d'avoir grandi sans son père. Un autre, par exemple, n'a pas hésité à dire qu'il avait été victime d'attouchement enfant. L'épouse d'un des hommes avait été aussi victime d'attouchement et les difficultés
de cet impact ont demandé un travail aux époux sans jamais mettre en péril leur union. Voici là quelques exemples de l'attachement sécure en action. Deuxième grand trait masculin que les contenus Red Pill ne partagent pas toujours. Les hommes heureux dans leur relation ont énormément travaillé sur eux. Hélas, aujourd'hui, la tendance des contenus Red Pill est de toujours critiquer des femmes et de faire comme si finalement toute la faute leur revient. Or, les hommes qui ont travaillé sur eux ont de meilleures relations, ont plus de relations. Ils connaissent la valeur ontologique qu'est une autre personne dans leur vie. Malgré un premier divorce, beaucoup des hommes que j'ai écoutés ont cité ce passage des Proverbes 18-22 de la Bible. Celui qui trouve une épouse trouve une bonne chose. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Or, j'ai gardé cette sagesse, entendue auprès d'un rabbin américain il y a 2 ou 3 ans. Il disait « La plupart des hommes et des femmes entrent en relation comme hommes et femmes au lieu d'entrer comme époux et épouse. » Autrement dit, l'homme qui reconnaît en une femme son épouse est un mari avant même de l'avoir vue pour la première fois, dans son comportement, dans ses capacités de provision, de protection, de leadership, dans sa consistance et sa capacité de discipline. Donc, avant d'entrer en relation, autorisez-vous à prendre le temps d'explorer vos insécurités, d'étudier scientifiquement vos anciennes relations. Vous pourriez être surpris, être surprise de vous rendre compte que ce n'était pas vraiment plusieurs relations dans lesquelles vous étiez, mais une seule, dans ses caractéristiques, dans ses patterns. Et vous ne serez pas seul. Quand j'ai analysé mes anciennes relations, j'ai été choquée de me rendre compte que d'anciens hommes que j'ai fréquentés avaient fait les mêmes études supérieures. J'ai pu aussi voir un même style d'attachement qui est le reflet du style d'attachement des hommes des différentes lignées auxquelles j'appartenais. Et pourtant, ils n'avaient pas la même nationalité, ils n'avaient pas la même ethnicité. En outre, à un moment, j'ai failli rentrer en Afrique pour un homme qui étrangement reflétait ce qu'était mon père quand il a épousé ma mère. Un jeune spirituel et une neuvaine m'avaient dévoyé de cette route et le futur, en à peine quelques mois, me démontra pourquoi. Et plus je déconstruisais d'autres histoires que j'ai vues ou vécues indirectement parce que j'étais là, et plus je faisais ce travail dans le but de me libérer, de m'aligner, de me libérer de ce que j'ai vu, dans le but de sortir de ces loyautés implicites et mémoires transgénérationnelles, plus je réalisais des traits similaires chez d'autres. Telle ou telle personne, plusieurs relations en apparence, mais c'est juste le reflet de la première relation. Je découvrais que, quels qu'ils soient, les hommes des lignées et ceux qui y entraient avaient les mêmes caractéristiques vis-à-vis de leur ascendant masculin. Pourquoi je partage cela? Eh bien, si on ne fait pas attention, on reproduit le même modèle relationnel de couple et de mariage que les lignées précédentes. Quand ce modèle est parfait, c'est très bien. Mais quand ce modèle a été inaccompli, il va plutôt falloir rompre avec ses mémoires implicites, avec ses mémoires transgénérationnelles. Souvent, les gens sont heureux de recevoir des héritages financiers, de porter un nom ou un prénom, mais ils oublient que les héritages qui auront le plus d'impact seront les héritages invisibles, les traumas, les blessures d'enfance et les masques qui seront portés pour ne jamais montrer ses besoins ou sa vulnérabilité. Je le dis, d'autant plus qu'avec l'épigénétique aujourd'hui, j'ai appris que le trauma ou toute mémoire traumatique ayant provoqué un changement de croyance, voire un changement dans l'ADN, peut traverser jusqu'à 14 générations. 14 génération et continuer à impacter si quelqu'un ne casse pas cette mémoire implicite pour elle et pour sa lignée descendante. Je l'ai vu dans mes anciennes lignées et familles, les mêmes typologies de blessures qui continuent dans la lignée de mes parents et dans la lignée de leurs parents. Ces points sont importants parce que quand nous entrons dans une relation, nous entrons avec notre histoire et notre historique. Et comme dirait Bessel van der Kolk, le corps garde la trace, le corps n'oublie rien. La mémoire de nos anciens ressentis de rejet,
d'abandon, d'injustice, d'humiliation s'active dans la relation pour nous offrir une occasion de la percevoir à nouveau et de la libérer. L'autre qui est dans la relation avec nous offre l'occasion de nous actualiser avec empathie, grâce, bienveillance. Et si ce n'est pas le cas, si cela ne se fait pas dans cet environnement, vous serez en danger que vous soyez un homme ou une femme. Sans cela, deux personnes qui avaient le potentiel de construire une relation authentique et épanouissante peuvent devenir des trauma bonds ou encore des wound mates comme on les appelle en anglais. Troisième grand trait, les hommes heureux dans leur relation parlent couramment leur top 5 en valeur. Si dans les deux premiers traits j'étais avancée, j'avoue que jamais je n'avais écrit mes 5 valeurs sur papier, même si je pratiquais les 2 premières couramment. Et j'ai été marquée par une interview dans laquelle un homme, marié depuis des années, disait que l'erreur que nous commettons est de se mettre en couple ou en mariage ou en relation sur une vision au lieu de vérifier d'abord si nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes principales valeurs, ce qui fait sens quand on y pense. La vision peut bifurquer, mais pas les valeurs. Marcher ces valeurs est donc important, et je ne le sais que trop bien. En rétrospective, c'est en raison de mes valeurs que j'ai rompu et corrompu dans le passé. De même, je peux réveiller ma mémoire et mes souvenirs de nombreux couples que j'ai vus, observés, connus plus de 50 heures en France, au Cameroun, en Suisse, au Congo, et dire que certains n'avaient carrément pas les mêmes valeurs. Vos valeurs simplifient votre vie, sélectionnent tel Hermès avec ses sacs Birkin et Grace Kelly les personnes qui résonnent et résonnent encore ou ne résonnent plus avec votre philosophie de vie. Vous avez sûrement déjà entendu dire que nous sommes la moyenne de nos 5 relations les plus proches ou fréquentes. Eh bien, je dirais qu'il n'y a que 3 types de relations. La première catégorie se compose des gens qui désirent que vous restiez dans votre situation actuelle, tout particulièrement quand vous cherchez à évoluer. La deuxième catégorie de relations est constituée de personnes qui implicitement cherchent à vous diminuer. La troisième et dernière catégorie est composée de gens qui vous font grandir. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai décidé que seule la troisième catégorie était la plus épanouissante à côtoyer. J'ai développé une allergie pour les 2 autres. Mauvaise expérience avec les narcissiques masqués oblige. Quatrième trait, les hommes heureux dans une relation, ont une vision écrite pour leur vie. Une vision qui est majoritairement spirituelle. Hélas, les contenus Red Pill n'en parlent pas non plus. Et pourtant, nous avons souvent en face des créateurs, des entrepreneurs, qui, eux, ont une vision. Parce que s'ils n'avaient pas une vision, ils ne seraient pas en train de développer ces contenus-là. Et ils sont là, comme je le disais un peu plus tôt, pour du business. Tous les moyens sont bons pour avoir le plus de vues et pour générer le plus d'argent, même si au final, on entretient à tort son audience dans sa perception. Avoir une vision écrite pour sa vie, une vision majoritairement spirituelle est importante. Peu importe la religion, qui d'ailleurs n'a rien à voir avec la spiritualité. Les mots ont un pouvoir, celui de mettre le futur en mouvement. Et au commencement, dit-on, était la parole. En écrivant sa vision, plusieurs choses se passent. L'écriture de la vision la rend réelle. Et comme dans la création du monde d'après les Écritures, les mots se traduisent en images, en émotions. Une émotion émane et commence à faire bouger le passé et le futur en même temps. C'est le temps des doutes, des incertitudes, des peurs, des traumas non résolus, mais parce que la vision a été écrite, on se sent de plus en plus appelé par ce futur. Nouvelles disciplines, nouvelles actions et nouvelles relations. La vision a la capacité de créer en nous un homme nouveau, une femme nouvelle. Et comme dit si bien un homme qui a travaillé sur lui, la version guérie et plus complète de nous ne peut même plus regarder ce qui autrefois attirait notre attention. J'ai moi-même une vision simple, essentialiste, qui est au vision board, traditionnellement partagé dans les médias sociaux, ce que Apple est au secteur de la téléphonie. J'ai 5 grandes réalisations décrites en mots, images, affirmations, dates vivantes au lieu de deadline et imprimées sur une pochette A5. Je me suis engagée à accomplir ces 5 grandes réalisations, mais sans cette vision,
je n'aurais jamais eu l'idée d'une formation que j'ai prévu de suivre d'ici le mois prochain. Sans cette vision écrite, je n'aurais pas reçu l'intuition de divers changements à faire dans ma spécialisation et mes transmissions via YouTube aujourd'hui et demain via LinkedIn. Sans cette vision écrite, il y a d'autres pans de travail intérieur que je n'aurais pas vus. Dans les minutes de motivation de Steve Harvey, comédien, auteur, conférencier américain, accessible depuis sa chaîne YouTube, ce dernier partage fréquemment ce passage de la Bible et qui est Habakkuk 2, verset 2-3. Voici ce que dit ce passage. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. En fait, plusieurs passages dans la Bible abordent l'importance de la vision. Dans Proverbe 29-18, on peut lire « Mon peuple, mes créations humaines donc, périt, faute de vision ». Dans Jérémie 29-11, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Toutes les personnalités à succès que j'ai parfois écouté, même une fois, avait une vision. Un homme a besoin d'une vision pour devenir le leader qu'il était supposé être dans sa relation de couple, de mariage ou sa famille. Pas n'importe quel leader, car les hommes que j'ai écoutés vibrent tous l'énergie du leadership de niveau 5 décrit par l'auteur, conférencier et penseur en management américain Jim Collins, soit principalement une grande humilité combinée avec une détermination engagée pour la cause. Même Steve Jobs disait que les joueurs de la catégorie A ont seulement besoin d'une vision éclairée pour savoir quoi faire. Un homme qui n'a pas une vision écrite pour sa vie risque de se retrouver avec une femme, une compagne, qui ne sait pas vraiment comment l'aider. Une femme qui ne pourra pas, dans les moments de doute ou de vulnérabilité de ce dernier, lui rappeler sa grandeur, son courage, lui rappeler toutes les grandes choses qu'il a déjà accomplies, lui rappeler qu'elle a confiance en lui et croit en lui. Elle n'aura pas de matériel pour devenir son cheerleader. Elle n'a pas de matériel alors que par essence, une femme est une receveuse et une multiplicatrice. En même temps, en chaque homme, d'où qu'il vienne, sommeille un leader de niveau 5. Ce qui me conduit au dernier trait. Les hommes heureux dans leur relation se voient comme le représentant masculin de Dieu. Tous les hommes que j'ai écoutés, qu'ils soient hautement spirituels, moyennement spirituels, ont cet aspect-là de la masculinité, représenter l'aspect masculin de Dieu et de la source. Voici ce que dit d'ailleurs une enseignante spirituelle, auteure, guérisseuse américaine, Iyanla Vanzant. Un homme qui n'est responsable devant personne est un danger pour lui-même. Et ce que j'ai vu dans ma première vie donne raison à ces mots. Certains hommes ne se sentent pas responsables devant une tierce personne, alors que dans les entretiens que j'ai écoutés, dans les interviews que j'ai écoutées, certains couples, dès leur première année de mariage, ont choisi un couple témoin à l'époque, marié depuis plusieurs décennies. Ils s'étaient engagés devant ce couple témoin, en cas de dissension, à rechercher leurs conseils et recommandations et surtout à les appliquer sans condition préalable. 24 ans après, ce couple est amoureux comme au premier jour. D'autres hommes ont dit avoir des mentors. D'autres encore ont tout simplement choisi Jésus comme modèle, puisque certains étaient chrétiens, c'est-à-dire qu'ils se sentaient responsables devant Dieu, devant leur Dieu. Ils se sentaient responsables d'honorer leur relation et d'aimer leur compagne, leur femme, leur épouse, comme ils disent, comme le Christ a aimé l'Église. La quête de ces hommes a été donc de devenir l'intention concrète de Dieu au moment où il les créait. Même s'ils ne sont pas responsables devant un père, un grand-père, un couple, un mentor, ils ont Dieu et leur ardent désir est de ne pas décevoir Dieu. Ils vivent avec la conviction qu'ils rendront compte à Dieu à la fin de leur vie. Et du coup, dans certaines de leurs relations premières échouées, ils en prennent toute la responsabilité. Si vous voulez un exemple, il y a une magnifique vidéo de David Goggins avec Joe Rogan qui illustre ce trait. Dans cette vidéo,
Goggins partage la source de son courage et de sa détermination à l'origine de l'homme qu'il est devenu. Cette vidéo est intitulée Ma plus grande peur, en anglais My Biggest Fear. Et dans cette vidéo, globalement, il dit que sa plus grande peur était d'arriver donc après sa mort, arriver auprès de Dieu, et ce dernier lui dit au fait, voici la liste de ce que tu as normalement accompli. Et Goggins dit, je me retrouve devant Dieu et je dis à Dieu, non, ce n'est pas moi là. Et Dieu lui dit, c'est qui tu étais supposé être. Donc être dans cet aspect masculin de Dieu signifie aussi quelque part que ce sont des hommes qui communiquent leurs principaux langages d'amour à leur compagne et veillent au quotidien à parler ces langages-là. Les 5 langages de l'amour est un magnifique livre publié pour la première fois en 92 et écrit par Gary Chapman, pasteur et conseiller de couple et de famille américain, toujours d'ailleurs marié à la même femme depuis plus de 40 ans. Et dans ce livre, Gary Chapman met en exergue le fait que nous avons différents langages d'amour, que chacun de nous ressent être aimé par son compagnon, sa compagne, son conjoint différemment. Pour les uns, c'est le toucher physique, pour d'autres, ce sera les actes de service, pour d'autres encore, c'est des moments de qualité, plus de cadeaux, d'autres enfin préférant beaucoup plus des paroles d'appréciation, des paroles de reconnaissance, des paroles d'affirmation. Donc nous avons là 5 grands traits que j'ai rarement vu abordés dans des contenus Red Pill à destination des hommes. Or, si véritablement ces gens-là, ces créateurs-là, disent œuvrer pour le bienfait des hommes, je trouve que c'est important de partager avec les hommes ce que d'autres hommes font et font plutôt très très bien, puisque comme je le disais un peu plus tôt, ce sont des hommes qui sont en couple, qui sont en relation, qui sont mariés et qui sont heureux dans leur mariage. Et ces hommes-là ont la particularité d'avoir travaillé ces 5 grands traits. Premièrement, avoir un style d'attachement sécure. Deuxièmement, avoir énormément travaillé sur soi et continuer à travailler sur soi. Troisièmement, parler ces 5 valeurs et aussi illustrer, apprendre à honorer les 5 valeurs de l'autre, donc de sa compagne. 4e trait, avoir une vision écrite pour sa vie, une vision qui est majoritairement spirituelle, et une vision d'ailleurs dans laquelle leur compagne s'est retrouvée. Et c'est souvent la raison pour laquelle aussi ils ont été choisis, si je puis dire, par leur compagne, par leur épouse. Et 5e grand trait, qui est vraiment un trait 100% spirituel, se voir comme le représentant masculin de Dieu, c'est-à-dire devenir l'homme à l'image et à la ressemblance du Créateur, du principe masculin originel. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Et comme je le disais dans une vidéo précédente, il y a un nouveau format que je lance qui s'appelle Conversation abonnée. Ce nouveau format ouvre 20 à 40 minutes de conversation avec un abonné qui en éprouve le besoin. Merci d'être resté jusqu'au bout avec moi. Belle journée et à bientôt.